Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Alors donc, vous l'avez entendu, on a eu ces gagnants de l'Eurovision Junior et puis il y a les politiques aussi qui en ce moment se bousculent en Arménie. Il y a eu Éric Zemmour il y a 10 jours et puis en ce moment la candidate LR, Valérie Pécresse, qui est en Arménie pour tenter de séduire les chrétiens, la communauté arménienne française. Mais finalement, alors que ce soit sincère ou pas sincère, si ça peut permettre de parler un petit peu de cette terre en danger, tant mieux. Et je vais reprendre des mots d'Éric Zemmour. L'Arménie a été une terre martyre du temps de l'Empire ottoman et de massacre contre le génocide arménien. De nouveau, ce pays est harcelé et par son voisin l'Azerbaïdjan et surtout par la Turquie derrière. On est au cœur de la guerre de civilisation. Alors pour rappel, il y a à peu près un an, le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, pays musulman turcophone, attaquait la République d'Artsakh, donc une province arménienne qui était autoproclamée indépendante. Cette enclave est peuplée entièrement d'Arméniens. Ils se sont vus chassés de leurs terres lors de la guerre des 44 jours. Un peu plus tard est signé le cessez-le-feu le 8 novembre 2020. Bilan, près de 5000 morts côté arménien, dont 80% sont âgés de 20 ans ou moins. On imagine donc le désastre démographique. Mais surtout, malgré ce cessez-le-feu, en fait, les oppressions continuent contre le peuple arménien. Il y a des hommes qui sont humiliés, visés, tués pendant leurs travaux des champs notamment. Alors pourquoi ces attaques ? Y a-t-il un trésor sous la terre du Haut-Karabakh qui fasse envie à ces Azéris ? Eh bien, bon, quelques bassins d'eau, des gisements d'uranium de la région, rien d'incroyable en fait. Non, il y a un problème de civilisation. L'Azerbaïdjan a promis d'en finir avec cette population que le grand frère turc Erdogan a qualifié lui-même de reste de l'épée. Reste de l'épée. C'est l'histoire, en fait, de l'Arménie, ce reste de l'épée. C'est sa foi, c'est sa culture, c'est sa langue. Et c'est surtout, et notez-le bien, c'est le plus vieil État chrétien du monde. Alors oui, l'Arménie lutte pour préserver son identité, son épée chrétienne dans un océan islamique, comme dit Éric Zemmour. Et c'est ce que nous a rappelé le voyage d'Éric Zemmour. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, alors que Noël approche. Et en cette semaine de l'Avent, il faut parler de ces chrétiens qui nous donnent une leçon que nous avons peut-être oubliée en France. Nous avons peut-être oublié d'être fidèles à nos racines et d'en être fiers comme les Arméniens. Et pour en parler, je suis avec des gens justement, des Arméniens qui sont fiers de leurs racines. Corinne Zarzavadjan, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes française d'origine arménienne, écrivain, comédienne. Vous avez notamment eu ce très beau spectacle, je crois, qui vient de se terminer. Vous avez une prolongation qui vient de se terminer. Zarzavadjan, un nom à coucher dehors, un spectacle seul en scène que vous jouiez à la Tour Eiffel, Paris 15e. Et puis vous avez ces deux très très beaux livres, il faut le dire, et qu'on peut montrer à l'antenne. Cuisine d'Arménie aux éditions Solar, la générosité d'une cuisine transmise de génération en génération, à la fois rustique et parfumée. Et puis l'Arménie et les Arméniens de A à Z, ça c'est chez Grund. Et c'est les deux d'ailleurs écrits avec votre frère. Écrit à quatre mains, absolument. À quatre mains. Et alors, cuisine d'Arménie, on va en parler parce que c'est Noël. Et moi, je voudrais quand même vous poser aussi des questions sur ces recettes de Noël. Mais d'abord, pour vous, qu'est-ce que ça évoque le Noël arménien ? Alors, en fait, quand j'étais enfant, moi, j'étais très contente de pouvoir avoir 2 fois des cadeaux, puisqu'on fêtait Noël le 25 décembre et on fêtait Noël le 6 janvier, comme beaucoup d'Arméniens, comme beaucoup de chrétiens orthodoxes, les Coptes. Tout à fait, bien sûr, oui. C'est vrai qu'on croit que Noël ne se fête que le 25 décembre, mais en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui fêtent Noël le 6 janvier. Tout à fait. Donc, pour nous, c'était l'occasion de se retrouver à nouveau. Mais encore des cadeaux ? Encore des cadeaux, absolument. Et en fait, c'était un moment suspendu le 6 janvier parce que ça nous rappelait vraiment nos racines. Et il faut savoir que, comme vous le disiez à juste titre, les Arméniens sont le premier peuple au monde à avoir adopté la chrétienté comme religion d'État sous l'impulsion de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a fait de l'Arménie le berceau du christianisme. C'est le berceau aussi de l'humanité, puisque l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. Oui. Où était d'ailleurs Éric Zemmour. Absolument, et c'est aussi le berceau de la chrétienté, du christianisme. Donc il a vraiment converti toute une nation et il a fait ériger à la place d'un temple païen, justement, la plus importante cathédrale de l'église apostolique arménienne, justement, à Etchmiadzin. C'est vraiment la plus grande cathédrale au monde. Et à partir de cette date, il faut savoir que les religieux, les missionnaires n'auront de cesse de parcourir le monde justement pour évangéliser pour se consacrer à des missions d'évangélisation. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi sur le territoire français des églises qui portent le nom d'un saint arménien. Mais
Non, mais vous alliez à la messe justement en France, en Arménie, la messe arménienne en France. Alors en France, en fait, ce qui se passe, il faut faire la différence avec ce qui se passe aussi avec le Noël en Arménie, Bien sûr. parce que c'est vrai qu'en France, le 6 janvier n'est pas un jour férié. Mm. Donc nous, on allait à l'église la veille, mais c'est vrai que en Arménie, on va à l'église la veille, on va à l'église le matin de Noël. Alors, il y a peu de différence entre ces deux traditions, entre le 25 et le 6 janvier, mais il faut savoir que les rites de l'Église arménienne, et en général, et en particulier le rite de la Nativité, restent inchangés depuis le IVe siècle. Ah oui. C'est vraiment un rite religieux qui est suivi à la lettre et qui reste inchangé. Ligne droite, Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. la table ronde. Et pour parler du Noël d'Arménie, nous sommes avec Corinne Zarzavadjan, qui est française d'origine arménienne, écrivaine, comédienne. Elle vient de terminer son spectacle Zarzavadjan, un nom à coucher dehors. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis arméniens qui sont allés vous voir. Donc c'est une comédie qu'on pouvait voir dans Paris 15e. Vous avez ces 2 très très beaux livres, Cuisine d'Arménie aux éditions Solar. On va parler de cuisine dans quelques instants. Et puis l'Arménie et les Arméniens de A à Z chez Grund Éditions. Et Corinne, pour commencer, on peut peut-être continuer de parler de ce rite, de la messe de Noël qui se déroule le 6 janvier chez les Arméniens, donc, et pas le 25 comme on le fait en France. Il faut savoir que jusqu'au IVe siècle, on fêtait Noël le 6 janvier, qui est la date initiale et également le jour de l'Épiphanie. Alors l'Épiphanie, nous on appelle ça en fait la théophanie, c'est la révélation de la divinité de Jésus et la visite des rois mages. Et en 354, le pape des catholiques donc a dédoublé ces événements et il a voulu christianiser en fait le 25 décembre et en faire la fête de Noël et garder le 6 janvier pour l'épiphanie, à savoir les rois mages. Mais l'Arménie n'a pas suivi. L'Arménie n'a pas suivi parce que l'Église apostolique arménienne, qui a son propre chef spirituel qu'on appelle le catholicos, c'est l'équivalent en fait du pape. Nous, il est à Etchmiadzin et le pape est au Vatican. Il a choisi de garder en fait l'usage originel de l'Église et de ne pas séparer les fêtes, de faire comme avant. Et on célèbre donc Noël. Plus proche des orthodoxes sur ce Absolument. Sujet. Et on célèbre donc Noël et le baptême de Jésus le 6 janvier, en même temps que la révélation et également la venue du Christ sur terre. D'accord. Alors comment se déroule la messe peut-être, ou qu'est-ce qui est dit pendant cette messe de Noël arménienne? Alors en fait, donc toute la famille se déplace la veille et le lendemain pour la Sainte Messe, et puis à la sortie de l'église, il y a 2 phrases qu'il faut dire, à savoir Christos Zenaviev Aidnesav, ça veut dire Jésus est né est apparu, et l'on répond Med Yevtsez Med Avedis, ça veut dire c'est pour nous et pour vous une grande nouvelle. Voilà, et ça on le dit. D'accord. Parce que nous on chante sortie. Il est né le divin enfant, mais vous partagez ces phrases-là à la sortie, donc tout le monde doit se absolument, et on le dit aussi ensuite lorsqu'on partage ce repas de fête et tous ensemble. Alors vous savez, la table arménienne, c'est une table qui est révélatrice de notre état d'esprit, de notre façon de vivre. C'est une table qui est ouverte aux autres, aux amis, aux voisins, bien évidemment à la famille. Et c'est une cuisine qui n'a de sens que si elle est partagée. Elle est partagée. Très conviviale, contrairement très aux mesures hygiénistes du moment. Vous prônez la convivialité. On prône la convivialité, même si en ce moment on respecte les gestes barrières. Donc c'est une table arménienne ce jour-là. Sur la table, il ne reste plus 1 centimètre pour poser quoi que ce soit. C'est une table qui est garnie de tous les plats les plus délicieux, les plus fins, les plus raffinés que l'on prépare. Alors, la cuisine arménienne, en plus vous avez écrit un très beau livre sur le sujet, donc c'est vraiment le moment de vous poser cette question. C'est une cuisine qui est très raffinée. Oui, c'est une cuisine qui est très raffinée, c'est une cuisine de bon sens, c'est une cuisine qui suit le calendrier religieux.
Donc ça, c'est très important de le signaler parce qu'en fait, sur 365 jours, chez les Arméniens, il y a 150 jours de carême. Donc pendant ces 150 jours, on mange, on déguste des plats où il n'y a pas de protéines animales. Donc c'est une cuisine qui est très saine, qui est très équilibrée, une cuisine très colorée. Et comme le disait Hippocrate, fais de ce que tu manges ton meilleur remède. Donc voilà, Avec c'est une beaucoup cuisine d'épices, avec alors des épices, c'est pas des épices qui vont vous emporter la bouche, hein, c'est des épices qui sont utilisées comme des rehausseurs de goût. Et c'est surtout une cuisine qui fait la part belle aux légumes, aux légumineuses, aux céréales. Et c'est vraiment une cuisine qui est très saine. Et... Alors par exemple, nous, c'est le jour de Noël, vous m'invitez chez vous, je vous en remercie. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette belle table ? Alors, on voit déjà donc toutes les entrées qui sont disposées sur la table avec d'un côté les feuilles de vigne farcies, des feuilletés au fromage, aux épinards, à la viande, le taboulé arménien qui est beaucoup plus vert. C'est quasiment que de... D'ailleurs, c'est quoi comme herbe à l'origine ? C'est surtout du persil, non ? Du persil, mais aussi beaucoup, parce qu'en fait... De la coriandre, peut-être ? La coriandre, mais il faut savoir que l'Arménie, c'est aussi le paradis c'est ce qu'on appelle l'or vert, c'est-à-dire toutes ces herbes que l'on trouve par exemple que là-bas, par exemple le basilic bleu, donc c'est vraiment des herbes qui sont et puis le sumac, toutes ces herbes que l'on va retrouver là-bas. On trouve également tout ce qui est légumes farcis, alors les courgettes farcies, les aubergines farcies, mais aussi les tomates. Il est à peine 8 heures, on va déjà faire saliver. Ça donne déjà envie. Mais alors, attendez, parce que aussi, les tomates farcies, les aubergines farcies, c'est pas vraiment de saison pour le Noël. En fait, on a... Enfin, moi, je sais que vous les conservez ? Oui, je les conserve. Ah oui, vous les mettez en conserve ou Tout à fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Et en fait, ensuite, on va commencer avec aussi les moules farcis. Ah oui. Donc ça c'est vraiment un mets très très délicat, très très précieux. Alors c'est pas forcément des plats de Noël, mais voilà, on va offrir un plat qui est typique de Noël. Ce qui est typique à Noël et qui met d'accord tous les Arméniens du monde entier, c'est le hanouch habouch. Alors, le hanouch habouch, c'est un dessert que l'on ne mange qu'à Noël. Alors, moi, au sein de notre famille, moi, j'ai mon grand frère qui est toujours fan de ce dessert et qui en voulait à ma mère parce qu'il lui disait mais pourquoi on peut pas manger ce dessert ? On aurait aimé que ce soit Noël tous les jours. Oui, tout à fait. Vraiment. Oui. Et c'est un dessert, il faut le savoir, qui vient de la nuit des temps. Ouais. C'est un dessert qui a été créé par Noé. Noé, le patron, Noé, le fameux Noé de l'Arche de Noé, oui. le patron de l'humanité. En fait, ce dessert, il faut savoir que sur l'Arche de Noé, il ne lui restait plus rien pour préparer quoi que ce soit. Et comme il ne pouvait pas tuer les bêtes qui étaient sacrées, les bêtes de l'Arche de Noé, les animaux de l'Arche de Noé, il a récupéré tout ce qui restait dans l'Arche de Noé, à savoir du blé entier, mais aussi des fruits secs, et il en a fait ce hanouch habouch. Donc c'est un dessert que la recette est dans la Bible. La recette est dans la Bible. Non, mais c'est incroyable. Ah oui. Bon, peut-être pas dans la Bible, mais c'est un dessert qui vient de la nuit des temps. Et c'est un dessert qui apporte la prospérité. On est obligé d'en manger. C'est vraiment c'est un plat de délicieux. La semoule, c'est un dessert qui est fait à base de blé, mais aussi de sucre, aromatisé à la cannelle, avec de l'eau de rose. On y mélange des abricots secs. Mais alors moi, je vois la photo qui est très belle d'ailleurs de votre livre qui se nomme Cuisine d'Arménie aux éditions Solar. Et on a l'impression, pour donner un nom russe, d'une kasha en fait. Vous savez, cette semoule au lait dans lequel les Russes ont l'habitude de mettre plus ou moins soit des raisins secs, soit autre chose. C'est pas ça en fait, c'est un peu plus... je connais pas la kasha. Oui, mais c'est cuit avec du lait, non ? Ou c'est non, il n'y a pas de lait. Il y a du blé, du sucre semoule, de la cannelle. On mélange aussi. En fait, on fait tremper le blé toute la nuit pour vraiment qu'il soit bien gonflé. Et le lendemain, on va le faire cuire. On va enlever l'eau du blé. On va le tremper aussi avec des abricots secs, des fruits secs, des raisins secs. Vous savez que le
le raisin, c'est vraiment l'Arménie et il y a énormément de variétés de raisins. On va le faire, donc on va le mélanger avec les raisins secs, on va le battre comme ça très longtemps et ensuite on va le décorer selon la créativité de chaque maîtresse de maison avec des noix, des amandes et surtout des graines de grenade. Parce que la grenade, c'est le fruit emblématique de l'Arménie. Oui. On dit souvent que l'intérieur d'une grenade, c'est comme le peuple arménien. Tous ces grains sont serrés les uns contre les autres. C'était un peu ce qu'on a eu par rapport à l'Eurovision. On était tous serrés les uns contre les autres à attendre ce verdict, mais en même temps disséminés dans le monde entier depuis les événements de 1915. Et puis c'est très bon la grenade, il faut le préciser. Et c'est un antioxydant extraordinaire. C'est un fruit qui est exceptionnel. Donc grenade et abricot qui sont les fruits emblématiques de l'Arménie. Est-ce que vous faites là on est passé au dessert, mais on n'a pas pris le plat principal. Est-ce que vous faites par exemple des volailles farcies comme nous on a alors en Arménie, il y a un plat que l'on déguste à Noël, c'est le harissa, qui est à base de blé, toujours pour la prospérité, et c'est à base de blé, de poulet cuit. Le blé aussi, c'est un symbole de l'Arménie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment, c'est la prospérité. En Italie, par exemple, on mange des lentilles pour apporter de la chance à cette nouvelle année. En Arménie, on mange beaucoup de blé. Et donc c'est comme une soupe assez épaisse à base de blé, de poulet cuit à feu doux, et longtemps, et qui va être mixé, suivi et servi avec une noisette de beurre. Et ça, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vraiment exceptionnel. Et j'imagine que vous avez aussi de très bons vins arméniens. Oui, les vins de... Alors, est-ce que c'est comme les vins géorgiens peut-être? Non, c'est des vins un petit peu plus forts que le vin français? C'est des vins qui sont très chargés, qui sont en même temps... il faut savoir que l'Arménie, sur 365 jours, il y a près de 250 jours de soleil. Donc, c'est des vins qui sont assez chargés. Et d'ailleurs, dans son livre « Le voyage au Caucase » d'Alexandre Dumas, il évoque justement... le vin et puis aussi l'hospitalité arménienne en disant je suis allée dîner chez des Arméniens, j'avais l'impression que c'était un mariage. Non mais c'est vrai que cette hospitalité aussi est reconnue. Pourquoi d'ailleurs une telle chaleur de l'Arménie, des Arméniens? C'est dans notre ADN, c'est un devoir national que de bien recevoir. Et que vous alliez dans des familles qui ont peu ou qui ont beaucoup, on vous recevra de la même façon, avec la même chaleur. C'est une porte ouverte toujours vers l'étranger. C'est une façon, c'est notre état d'esprit, c'est une ouverture sur les autres. Et comment se passe, alors nous avons parlé un peu des repas, de la table arménienne, que ce soit, vous disiez d'ailleurs qu'il y avait une différence entre la table arménienne en France et la table arménienne en Arménie? Les plats sont un peu différents. Par exemple, en Arménie, on va rajouter aussi des khorovat, c'est les brochettes justement. Et puis on va faire cette soupe à base de poulet qui est battu, qu'on mange moins dans la diaspora. Mais c'est une cuisine qui est, que ce soit ici ou en Arménie, c'est une cuisine qui est ouverte sur les autres. Et comment se prépare alors Noël en Arménie? Comment les Arméniens préparent Noël? Est-ce qu'il y a beaucoup de décoration à l'extérieur? Alors déjà, est-ce que c'est à l'intérieur de la maison? Déjà en cuisine, c'est une cuisine qui se fait avec plusieurs générations. Donc c'est une cuisine qui se fait parce qu'en fait, pour nous, ça fait partie d'un héritage. La cuisine, c'est vraiment notre ADN. Ça fait partie d'un héritage, qui va se transmettre d'une génération à l'autre. Et c'est aussi une cuisine qui est très visuelle. Oui. Donc moi je me souviens, ma grand-mère, moi j'ai toujours été associée aux préparatifs, que ce soit à Noël ou une autre fête, mais ma grand-mère me disait toujours, regarde, c'est en regardant que tu vas apprendre. Et c'est pour ça on a eu des difficultés à écrire ce livre, parce que chez nous, là, c'est souvent une dose de ceci, une poignée de ceci, ou prendre une tasse à café, enfin bon, c'est une mesure, une chape de ma grand-mère, une livre de main. Et c'est souvent en regardant, parce que ce sont des gestes
gestes. Par exemple, quand on prépare les tchikouftés, c'est un genre de tartare arménien, c'est de la viande crue que l'on va façonner. Et ce sont des gestes qui existent depuis la nuit des temps. Donc on transmet ces gestes et c'est en regardant qu'on va vraiment Donc il y a toute une préparation en famille, plusieurs jours à l'avance, j'imagine. Oui, plusieurs jours à l'avance, en famille, parce qu'en fait la cuisine chez nous, c'est aussi une cuisine intergénérationnelle, comme à table. Il y a toutes les générations qui sont à table. Et en cuisine, c'est pareil. Donc, chaque personne a sa place. Les hommes aussi ont leur place, mais c'est surtout pour préparer, en fait, les brochettes. Mais sinon, c'est une cuisine que l'on va préparer. C'est un repas que l'on va préparer plusieurs jours en amont. Et on va faire... la cuisine arménienne, c'est ça. On va préparer tout ce qui plaît aux uns et aux autres. Donc, les spécialités préférées d'un tel ou d'un cousin, d'une tante, d'un fils, d'un frère. Et ça, voilà, on va faire le plaisir. Et comment se vit l'atmosphère de la préparation de Noël, de la semaine de l'Avent, par exemple? Là, on est un petit peu en avance puisque c'est une semaine à peu près, enfin 1 à 2 semaines plus tard. Comment se vit cette préparation de Noël en Arménie? Alors déjà, là, il y a toujours une table qui est dédiée à partir du 15-20 décembre. On va dédier une table avec des fruits secs, un peu comme les desserts les 15 desserts de Provence. Voilà, une table où avec les fruits secs, des gâteaux arméniens, mais aussi des fruits avec les abricots, la grenade. Voilà, on va vraiment une table qui est garnie. Et à l'extérieur, dans la décoration, est-ce qu'il y a des marchés de Noël à l'avance? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on est très décoration de la ville? Est-ce que vous voyez des gens qui illuminent? Je sais qu'hier on était en Syrie, et, ils parlaient de ces illuminations qui étaient d'habitude très importantes. En ce moment avec l'électricité un petit peu moins, mais tout de même chacun essaye de décorer son foyer. Oui, avec des bougies, on a dans tous les foyers arméniens, il y a la photo du mont Ararat, justement. On en parle dans le voyage au Caucase. Alexandre Dumas en parle en disant c'est sur la plus haute montagne d'Arménie, le mont Ararat, que s'est posée l'Arche de Noé. C'est sur le mont Ararat qu'a été reconstruit le monde détruit. Voilà, donc on a une photo du mont Ararat. Comment vous avez vécu, vous, d'ailleurs, ce voyage d'Éric Zemmour qui est retourné face au mont Ararat et qui a dit que c'était le berceau de la civilisation et qu'on était là dans le choc des civilisations, justement, ce berceau chrétien dans un océan islamique. Comment vous avez vécu tout ça? En fait, moi, je l'ai vécu à 2 niveaux. Le premier niveau, je me suis dit, pendant 44 jours, pendant la guerre qu'a vécu le peuple arménien, attaqué par l'Azerbaïdjan, plus la Turquie, plus les djihadistes qui, au son de Allah Akbar, massacraient et coupaient les têtes de toute une jeunesse. Pendant 44 jours, il y a très peu de médias qui ont parlé de cette guerre. Donc dans l'indifférence générale, on a massacré et on a fauché toute une jeunesse et personne n'en a parlé. Et là, il suffit même que... le pape François, il faut quand même le rappeler. Pas même le pape François. Le seul qui en ait parlé, c'est Emmanuel Macron, qui a souligné la présence de djihadistes sur le sol de l'Artsakh. Donc pendant 44 jours, on n'a pas parlé de cette guerre. Et il suffit qu'un Éric Zemmour ou Valérie Pécresse se rendent en Arménie pour qu'on en fasse, pour qu'on mette l'Arménie comme ça sous les projecteurs. Moi, je trouve ça, permettez-moi de le dire, indécent. Indécent parce que c'est abject. Et puis à côté de ça... Oui, non mais parce que je vous vois dire que c'est abject et en fait Jean-Christophe Buisson, que vous connaissez bien, qui est un grand défenseur de l'Arménie, rédacteur en chef du Figaro Magazine, lui expliquait dans ses papiers que finalement, il y avait certainement une récupération politique d'Éric Zemmour, certainement, pour le vote des Arméniens en France. Mais les Arméniens sont pas dupes. Personne n'est dupe. D'ailleurs, il y a même une tribune dans Le Monde qui a été publiée pour dire nous n'acceptons pas cette récupération politique. Mais il finissait tout de même par dire que est-ce que c'était quand même, il fallait quand même accepter
accepter le fait qu'enfin, nous parlions de l'Arménie. Oui, alors mais voilà, c'est moi ma réaction, elle est à plusieurs niveaux. La première réaction à chaud, c'est de vous dire on n'en a pas parlé pendant 44 jours alors qu'on tuait des gens, qu'on les massacrait, dans l'indifférence la plus totale. Et là, on en parle parce qu'on a un Éric Zemmour et une Valérie Pécresse qui y vont. Donc, il est clair que les Arméniens ne sont pas sots. Les Arméniens savent très bien ce qui se passe derrière et que effectivement, il y a une récupération politique de tout ça. Mais à côté de ça, oui, on parle de l'Arménie, on parle. En plus, il y a l'Eurovision, donc ça fait encore une troisième raison de parler de l'Arménie en ce moment, mais. Bon, il faut accepter, moi je crois qu'il faut accepter. Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas tellement le luxe de se dire non, on n'en parle pas. Bon, on parle de l'Arménie, certes, mais personne n'est dupe et les Arméniens encore moins, ça c'est certain. Il y a quelques députés, d'ailleurs Philippe de Villiers a toujours parlé des chrétiens d'Orient et il avait déjà cité l'Arménie, Philippe de Villiers qui s'est rendu en Arménie avec Éric Zemmour. Il y a quelques députés européens comme François-Xavier Bellamy aussi qui s'était déjà rendu un an avant pendant la guerre. Oui, mais alors justement, les députés dont vous parlez, François-Xavier Bellamy ou Valérie Boyer ou Bruno Retailleau, sans compter Sylvain Tesson, bon, ces personnes n'ont pas attendu Éric Zemmour ou les élections pour aller se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Effectivement, l'Arménie est la seule démocratie entourée de dictatures qui se bat pour sa survie, qui se bat pour la paix, qui se bat pour la lumière. Et en fait, c'est contre des pays qui se battent pour leur ego et pour répandre en fait leur idéologie mortifère. Donc moi ce que j'aimerais c'est que pour cette nouvelle année qui arrive, que nos dirigeants, que l'Europe se relève et ne soit pas comme ça le ventre mou à ne pas sanctionner, à ne pas condamner ce qui se passe, parce je suis désolée, on ne peut pas mettre sur un même niveau l'agresseur et l'agressé. Lorsqu'on a les militaires azéris qui, tout au long, parce qu'il y a eu un cessez-le-feu, mais qui ne règle absolument rien, et depuis ce cessez-le-feu, on a des Azéris, des militaires azéris qui ne feront que provoquer les Arméniens, justement pour qu'ils s'en aillent. Et on ne peut pas mettre sur un même plan d'égalité cet agresseur et l'agressé. Il faut sanctionner, il faut condamner, parce qu'à force de ne rien dire, on a justement parce que c'est un génocide qui se perpétue. C'est 1915 qui continue aujourd'hui. Quand vous parliez tout à l'heure, à juste titre, des restes de l'épée, je suis désolée, mais c'est la même chose, ça continue. Et à force d'avoir des dirigeants, une Europe qui est indifférente ou qui met la tête dans le sable pour préserver ses intérêts économiques, financiers et diplomatiques. Avec Erdogan. Et ben voilà, on laisse passer, on laisse faire les choses, et c'est comme ça qu'on gangrène un pays. C'est comme ça que des génocides et des massacres se perpétuent dans l'indifférence générale. Rappelons tout de même toutes ces institutions qui sont si rapides à s'indigner d'habitude. Alors là, on a le Haut Commissariat aux réfugiés, l'OSCE, l'ONU, l'Union européenne, le groupe de Minsk, le pape. Personne n'est allé bannir ce qui se passe en ce moment en Arménie, le massacre qui continue, malgré le fait qu'il y ait eu un cessez-le-feu, comme vous le dites. Et c'est vrai que ça pose de vraies questions. Est-ce que les chrétiens ne sont pas les victimes qu'on a le droit de reconnaître comme les autres, comme les Ouïghours dont on parle? Pourquoi un poids, deux mesures, et pourquoi ne pas reconnaître ce peuple arménien victime? Est-ce que vous comprenez, vous, cette... En fait, moi, je pense que ce que je comprends, c'est les intérêts. C'est les intérêts économiques, financiers des uns et des autres. Parce qu'on sait très bien que derrière l'Azerbaïdjan, il y a le grand frère turc, Erdogan, qui, lui, en effet, il ne faut pas trop fâcher Erdogan en France, puisqu'on a des intérêts avec lui, des partenariats. Oui, alors la France a des intérêts, l'Allemagne a énormément de Turcs sur son territoire. Le pape ne dit rien, alors que franchement, quand on voit le patrimoine chrétien qui est sur le sol de l'Artsakh, qui est un patrimoine qui est multimillénaire, avec des églises qui datent du IVe siècle. C'est peut-être le plus étonnant, ce pape absent de toutes les institutions. Oui, c'est étonnant. Et aujourd'hui, alors pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan finance aussi beaucoup d'églises sur le territoire, la rénovation de nombreuses églises sur le territoire français. Alors
voilà. Si vous voulez, le problème de l'Arménie, c'est que l'Arménie n'a pas de pétrole, l'Arménie n'a pas de richesse, richesse digne de ce nom. L'Arménie a une richesse qui ne s'achète pas. Elle a sa foi, elle a sa civilisation, elle a son histoire multimillénaire. On lui en veut tant d'ailleurs. Voilà, et sa fidélité à ses traditions, parce qu'être arménien, c'est aussi être fidèle à son histoire, à ses traditions et à sa foi. Et c'est une bonne leçon pour les Français. Merci beaucoup Corinne Zarzavadjian, française d'origine arménienne. Et je rappelle vos 2 très beaux livres, Cuisine d'Arménie aux éditions Solar et L'Arménie et les Arméniens de A à Z chez Grund. Merci encore. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.